12 heures passées de 3 minutes, toutes nos excuses pour ce retard accusé dans le démarrage de cette édition. Ce 12 heures que nous démarrons avec les titres. Encore 2 décès liés au coronavirus enregistrés ces dernières 24 heures dans le pays. Le coronavirus qui maintient une tendance haussière avec 105 nouveaux cas diagnostiqués positifs. Le nombre de guéris dépasse les 3900 au Sénégal. Et puis ce dimanche, 11 cas issus de la transmission communautaire ont aussi été signalés entre Dakar et Ziguinchor. Pour Dr Aloyse Waly Diouf, seul le respect des gestes barrières pourra permettre de faire fléchir la courbe de progression. Il était l'invité de Bayomar Gueye dans Objection de ce matin, vous l'entendrez. Et puis Fimela a soif, le réseau Noto, Ndiosmone, Palmarin n'arrive plus à alimenter en eau potable les 5 communes de la localité. Conséquence, les populations font recours aux puits, ce qui n'est pas sans conséquence sur leur santé. Le Sénégal va assurer à 80% ses besoins alimentaires, ce dès la fin de l'hivernage. Pour atteindre cette souveraineté alimentaire, le ministre en charge de l'agriculture et de l'équipement rural s'est rendu dans la vallée du fleuve où des matériels et équipements agricoles ont été remis aux producteurs. Et puis réouverture des amphithéâtres en septembre prochain. Les étudiants de Saint-Louis montent au créneau et rejettent la décision de leur ministre de tutelle. Vous entendrez le président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis, l'actualité internationale et la rétrospective de Josette Kali vont boucler cette édition mise en onde par Hassan Choun. Adji Fatou Bari. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. 2 décès, 105 nouveaux cas positifs, dont 11 issus de la transmission communautaire. Voilà les chiffres du jour sur l'évolution de la pandémie à Covid-19 dans le pays. Ce dimanche, 21 nouveaux cas déclarés, donc guéris, ont aussi été signalés. Le Sénégal qui atteint la barre des 3900 guéris de Covid-19. Nous écoutons Dr Aloyse Waly Diouf. Il est le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale et nous fait le point sur l'évolution de la maladie. Sur 978 tests réalisés, 105 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,7%. Les cas positifs sont ainsi répartis. 94 cas contacts suivis par nos services, 11 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Ouakam, 1 cas, Mermoz, 1 cas, Mbao, 1 cas, HLM, 1 cas, Grand Yoff, 1 cas, Liberté 6, 1 cas, Parcelles Assainies, 2 cas, Bargny, 1 cas, Yeumbeul, 1 cas, et enfin Ziguinchor, 1 cas. 60 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 21 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans nos services ce samedi 20 juin 2020. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 5888 cas ont été déclarés positifs. 3919 guéris, 84 décédés et donc 1884 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective, surtout au sein de nos communautés. C'était donc Dr Aloyse Waly Diouf qui nous faisait le point sur l'évolution de la maladie dans le pays. Et puis, nous restons toujours avec Dr Aloyse Waly Diouf qui était l'invité de Bayomar Gueye dans Objection de ce matin. 85% des cas déclarés positifs ont été contaminés dans la communauté en dehors des lieux de travail. C'est toujours la conviction de Dr Aloyse Waly Diouf pour l'ancien directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Tant que nous ne respectons pas les mesures barrières, il sera difficile de faire fléchir la courbe de progression de la Covid-19. Seul le sursaut des Sénégalais permettra de gagner ce combat contre la Covid-19, a-t-il conclu dans Objection de ce matin avec Bayomar Gueye. Je vous propose de l'écouter. Que dit le protocole? Par le respect
de la distanciation physique en mettant au minimum un maximum de 20 élèves dans une classe. Ça dépend aussi de la taille de la classe. Pouvoir disposer de solutions hydroalcooliques, du thermoflash pour mesurer, donner des masques aux enfants. Et je crois que cela, si on le respecte, on peut éviter une contamination, en tout cas dans l'école elle-même. Alors, Parce que je rappelle, je l'ai dit au début, si vous avez vu, j'ai dit, la plupart des travailleurs ou des gens, 85% n'ont pas été contaminés sur leur lieu de travail, mais à l'intérieur de la communauté. Okay. Ça veut dire qu'il y a une continuité à suivre. Vous avez été à l'école, vous êtes enseignant, vous êtes élève. Les mesures barrières ont été respectées. Vous retournez chez vous, il faut avoir les mêmes mesures. Sinon, vous pouvez encore prendre le virus de la communauté et aller, en tout cas, être un facteur exposant de cette maladie. Autrement, le mot, c'est la vigilance, le respect des mesures barrières. C'est la vigilance. Aussi bien pour les élèves que pour les enfants, pour les enseignants et même pour la famille. Même pour la famille. Oui. Même pour la famille. Il faut pas... Moi, je dis qu'il faut toujours travailler à confiner le virus. Ça veut dire, dans la famille, il faut travailler à faire en sorte que l'élève, en sortant de chez lui, puisse porter son masque. Faire en sorte que l'élève, même si on lui donne de l'alcool gel, s'il peut l'avoir dans son sac, dire à l'élève de faire tout pour que il respecte la distanciation physique et évite de se mettre dans une logique d'enlever son masque pour s'amuser avec ses camarades de classe. Ça, c'est valable pour l'élève, c'est valable pour l'enseignant. Au sein de l'école aussi, il faut veiller à ce que ces mesures-là, distanciation physique et autres, soient respectées. Ça, je crois que c'est partout que nous devons veiller. Vous pensez à qui? Oui, je vous ai dit, c'est dans le monde sénégalais, les politiques, les responsables sociaux, surtout pas les religieux. Oui, alors, je crois que... Oui, le virus finalement, il continue à se propager. Qu'est-ce qui fait... Oui, vous êtes médecin aussi. Tant que nous ne travaillons pas d'abord, parce que non, il n'y a pas encore de vaccin, il n'y a pas encore de traitement. Je salue l'équipe du professeur Seydi qui se bat et qui nous donne des résultats extraordinaires en matière de taux de guérison, 66%. Mais tant que nous ne respectons pas les mesures barrières, nous continuerons à être des facteurs de propagation du virus. Et donc, aujourd'hui, je crois que il faut lancer cet appel-là à l'ensemble de la population sénégalaise. Retrouvons-nous autour d'un sursaut d'orgueil pour bouter le Covid-19 hors de nos pays. Et cela passe par une union qui doit être faite autour du respect des mesures barrières. Ensuite seulement, nous pourrons être dans une logique de rendre compte. Et je crois que de ce point de vue, toute personne qui gère une institution, je crois que le principe de redevabilité ne pose pas de problème. Le ministre de la Santé l'a dit à ce niveau. Pas de problème pour rendre compte. Si on devait y aller lundi, on y serait lundi. Pas de problème aussi pour accepter que les personnes et les Sénégalais donnent leur point de vue. Nous ne sommes pas dans une logique de concurrence, nous sommes dans une logique de travailler pour des masses. Et quand on travaille pour des masses, il faut accepter de recevoir des coups, mais seulement avoir un objectif qui, malgré les coups, malgré les encouragements, vous gardez ce cap-là et vous essayez de l'atteindre. C'était donc Dr Aloïse Waly Diouf, ancien directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui revenait sur le respect des gestes barrières et leur importance, mais aussi ces recommandations aux élèves en classe d'examen, aux enseignants et familles avant la reprise des cours ce 25 juin. Dr Aloïse Waly Diouf, qui était donc l'invité de Bayo Gueye dans Objection de ce matin. Objection, une émission que vous pouvez réécouter en intégralité sur www.sudfmcnradio.com.
La forêt classée de Mbao peut abriter le nouveau cimetière du département de Pikine réclamé par l'association des imams du dit département. C'est la position affichée par la plateforme Pikine Sunu Yité. Toutefois, son coordonnateur demande à ce que la construction des sépultures soit interdite pour Tabouré Agne. C'est pour mieux préserver l'environnement de la forêt. Nous l'écoutons avec Moussa Thiam. Notre projet est simple. Pikine a besoin de ces cimetières parce que les cimetières qui sont là sont pleins. C'est des cimetières qui inondent et qui sont tout le temps aussi violés. Nous savons qu'il y a des gens qui rentrent dans ces cimetières et qui profanent. Donc il y a un problème de sécurité qui se pose. Nous avons besoin de nouveaux cimetières beaucoup plus sécurisés parce que nous pensons que ces nouveaux cimetières sont compatibles avec les forêts classées. Parce qu'aujourd'hui c'est la tendance mondiale. Si vous avez dans les pays comme les États-Unis, France, etc., dans les autres pays développés, aujourd'hui la tendance est d'enlever les cimetières dans les villes et de les implanter dans les forêts classées. D'où le concept aujourd'hui des cimetières forestiers, des cimetières verts, des cimetières écologiques. Le fait donc de pouvoir déclasser ces 10 hectares au niveau donc de la forêt classée de Mbao et de mettre là-bas les cimetières, ça veut dire que donc c'est une vision moderne. Les conditions, c'est que pour avoir des cimetières écologiques, des cimetières forestiers, on ne peut pas reproduire le même modèle de cimetières que nous avons ici. Par exemple, au niveau des tombes, on ne peut plus construire. Si chacun construit, c'est ça qui fait que l'espace des cimetières se rétrécit. La deuxième condition, c'est que aussi les linceuls ne peuvent plus être donc des linceuls qui ne sont pas dégradables. Le troisième élément, c'est qu'au niveau des cimetières, il y a des herbes qui poussent et nous voyons qu'en général, les gens utilisent donc des pesticides donc pour désherber, mais quand vous êtes dans la forêt classée, vous ne pouvez pas utiliser des herbicides. Donc c'est des produits toxiques qui sont incompatibles avec l'environnement. C'était donc Tabouré Agne, coordonnateur de la plateforme Pikine Sunu Yité, une plateforme qui demande à ce que le nouveau cimetière du département de Pikine soit installé dans la forêt classée de Mbao. Les populations de l'arrondissement de Fimela assoiffées depuis plusieurs mois. Le réseau Noto Ndiosmone Palmarin n'alimente plus les 5 communes de la localité et c'est le retour vers les puits impropres à la consommation en cette période de pandémie. Aucune information n'a été livrée par la société d'exploitation des ouvrages hydrauliques qui gère le réseau Gorsar. La pénurie d'eau continue de faire des dégâts au niveau de l'arrondissement de Fimela dans le département de Fatick. Le réseau Noto Ndiosmone Palmarin n'alimente plus la localité et les populations sont assoiffées depuis plusieurs mois. Une situation très critique a dit Lord Djidjak, le village natal du président poète Léopold Sédar Senghor qui ne dispose pas d'eau puits. Ses habitants se rabattent sur les chevaux et les ânes qui transportent de l'eau impropre à la consommation qu'ils vendent aux populations. Et ces dernières peinent à respecter les mesures barrières édictées en cette période de pandémie. Alioune Diouf porte la parole des populations de Djilor Djidjak. Le manque d'eau est vraiment très notoire en ce moment de pandémie où on nous demande de nous laver les mains tous les 15 minutes. On se lave les mains avec quelle eau? On n'a rien vu pendant des mois. C'est des pénuries à n'en plus finir. On est obligé de se rabattre sur les chevaux ou les ânes qui transportent de l'eau, qui nous vendent les bidons de 20 litres à 100 francs. Dire cette eau-là provient d'où? De quel puits? C'est là où j'ai peur par rapport à notre santé. C'est grave ce que nous vivons. Le problème d'eau se pose avec acuité dans toutes les 5 communes de l'arrondissement de Fimela. De Loulsesen à Djilas en passant par Diofior, Fimela et Palmarin-Fakao. C'est le retour vers les puits ou les vendeurs d'eau dans tous les villages polarisés par ces 5 communes. Les populations de Yayem consomment même l'eau des puits réalisés dans les jardins pour la culture contre-saison. Aucune information n'a été livrée à ce sujet par la société d'exploitation des ouvrages hydrauliques selon ces dernières. Lamine Gorfay, habitant de Yayem. Que ce soit le village de Yayem, que ce soit le village de Fimela, de Simal, de Diofior, de Tambadja et de Ndangan Sambou, campement, tous ces villages ont un problème d'eau, ça fait 2 ans. Ce sera très difficile pour se protéger contre cette pandémie. Au niveau de cette société, on n'a pas encore les explications requises. Tous les réceptifs hôteliers de cette zone sont affectés par cette pénurie d'eau. Beaucoup d'employés sont d'ailleurs envoyés au chômage technique à cause de cette situation. Gorsar, Fatick, Sud FM. Toujours cette pénurie d'eau est plus grave dans la commune de Palmarin-Fakao qui se trouve au bout du réseau. Les populations ont réhabilité les puits qui ont été abandonnés depuis plusieurs années pour se désaltérer. Voici Georges Faye, premier adjoint au maire au micro de Gorsar. Depuis que la pandémie du Covid-19 est sortie et que les directives ont été données, il faut régulièrement se laver avec du savon, du gel, de l'eau de javel. Est-ce que c'est avec l'eau de l'océan que nous allons le faire? Palmarin donc depuis
été réalisés presque avant les indépendances, d'autres 5 ans, 10 ans après les indépendances. Vous ne pouvez pas trouver un puits où chaque matin vous ne trouvez pas plus d'une dizaine de femmes. Vous allez dans un puits, vous allez trouver 15 à 10 personnes jeunes avec des charrettes des bidons qui vont les vendre. Cette eau est-elle de qualité? Cette eau a-t-elle été analysée? On aurait bien aimé que ce problème de l'eau à Palmarin soit vraiment résolu. Si aujourd'hui, les villages de Ngallou, le village de Ngué, le village de Gounouman, le village de Djahano manquent d'eau, mais à Guiffer, c'est pire. Depuis combien d'années ils n'ont pas d'eau? Les gens font un business avec ça pour aller vendre de l'eau, puiser dans les puits et aller vendre les bidons. Et tout ça, c'est des situations qui nous posent problème. Nous avions demandé à ce que les gens de l'arrondissement, en tout cas les responsables des communes, ne serait-ce que les bureaux municipaux, puissent se réunir avec la société CO et essayer de voir comment faire. Parce que le problème des citernes, c'est vrai, ça peut atténuer la situation. Mais ce n'est pas la solution. La CO vous avait promis qu'ils allaient envoyer des citernes de manière régulière. Malheureusement, ces citernes que nous voyons passer à Palmarin, ils vont où? Qui les gère? Ça, c'est aussi un autre problème de gestion et de suivi des activités. Il y a des villages qui n'ont jamais reçu de citernes, pendant que d'autres en reçoivent une, deux. Donc, c'est un problème de coordination. Georges Faye, il est le deuxième adjoint au maire de la commune de Palmarin-Fakao. La souveraineté alimentaire est plus que jamais une nécessité pour le Sénégal qui travaille à assurer au moins 80% de ses besoins dès la fin de cet hivernage. C'est le message délivré par le ministre de l'Agriculture aux producteurs de la vallée du fleuve. En tournée dans la zone sud, professeur Moussa Baldé a réceptionné un lot de matériels et équipements agricoles constitués en majeure partie de moissonneuses-batteuses. Il a également invité les producteurs à se lancer massivement en campagne hivernale. Yves Tendeng. La problématique de la pression aviaire ne sera bientôt qu'un vieux souvenir dans la vallée du fleuve Sénégal. De l'assurance du ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, le professeur Moussa Baldé est venu constater de visu l'état d'avancement des récoltes de la campagne de saison sèche chaude 2020. Le président de la République a pris des décisions importantes. Il nous a instruit d'abord de mettre en œuvre notre accord avec la Mauritanie, avec qui nous mutualisons nos forces ici, pour faire en sorte que le traitement se fasse par l'avion mauritanien. L'avion est là depuis une semaine, il a traité pendant 2 journées. On pense que ce problème, en tout cas, ne va plus compromettre les récoltes comme c'était annoncé. Et nous venons de réceptionner 6 des 19 moissonneuses qui sont attendues. Et grâce à la coopération coréenne aussi, nous allons acquérir 3 autres moissonneuses. Des moissonneuses à chenilles, ce que réclamaient les producteurs depuis longtemps. Et ça, en termes de croissance du parc, il faut dire que d'ici le 15 juillet, il y aura 20% de plus de moissonneuses batteuses dans la vallée du fleuve Sénégal. Il en a également profité pour exhorter les producteurs de la vallée du fleuve à emblaver le maximum de superficie en campagne hivernale. Vous savez que le Sénégal travaille pour sa souveraineté alimentaire, qui est devenue plus qu'une nécessité. À ce propos, le président de la République nous a instruit de faire en sorte que dès la fin de cet hivernage, que le Sénégal puisse assurer au moins 80% de ses besoins. Et que d'ici quelques années, que la souveraineté alimentaire soit une réalité. Et c'est pour cela que nous exhortons les producteurs, sous l'encadrement de la SAED, de faire en sorte qu'on ne descende pas en deçà des 50 000 qu'ils ont fait pendant la contre-saison. Un message bien perçu par les producteurs, en l'occurrence le président du CIRIS, comité interprofessionnel riz, Ousseynou Ndiaye, qui tient à rassurer. Nous, on est des producteurs. Notre profession, c'est de cultiver. Donc si vraiment les conditions se présentent, mais c'est sûr qu'on va faire comme la campagne de contre-saison chaude. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Sur un tout autre sujet, réouverture des amphithéâtres au mois de septembre prochain. La coordination des étudiants de Saint-Louis rejette la décision du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ses membres fustigent l'attitude de leur tutelle et invitent le chef de l'État à rouvrir les universités tout en appelant l'ensemble des acteurs à réfléchir sur la possibilité de reprendre les cours en présentiel. Je vous propose d'écouter le président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis, Ahmed Diaw. Il est au micro de Yves Tendeng. Tout d'abord, nous tenons à fustiger l'attitude du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et nous rejetons de facto sa décision qui consiste à rouvrir les universités au mois de septembre. Nous rappelons que les universités du Sénégal ont assez perdu de temps, ont assez perdu d'étudiants, et ceci à cause des mauvaises décisions qui ont été prises en temps de crise. Aujourd'hui, pour nous, le président de la République doit rouvrir les universités et appeler l'ensemble des acteurs
à réfléchir davantage sur le comment reprendre les cours en présentiel et non de penser à un retour au mois de septembre. Nous n'accepterons pas que des camarades étudiants soient sacrifiés par un ministre qui est incompétent, par un ministre qui ne dialogue pas, par un ministre qui ne se soucie pas des étudiants. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est la réouverture pure et simple des universités sénégalaises et surtout de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Aussi, nous rappelons encore une fois une autre chose, c'est-à-dire que puisque les lieux de culte, les transports interurbains, les marchés, pratiquement toutes les activités ont repris dans ce pays, pourquoi pas les universités? Aujourd'hui, rien ne bloque la réouverture des temples du savoir. Absolument rien. Donc les autorités doivent aider ces étudiants-là à regagner les campus sociaux. C'est un impératif qui ne sacrifie pas les étudiants. Les étudiants veulent regagner les amphithéâtres, les salles de classe. Donc, aux autorités compétentes de prendre leurs dispositions et d'être responsables. Sud International. La pandémie à nouveau coronavirus Covid-19 a infecté plus de 8 800 000 personnes dans le monde. 464 883 personnes ont perdu la vie. Les États-Unis, le Brésil, la Russie, l'Inde et le Royaume-Uni sont les pays les plus touchés par le nouveau coronavirus Covid-19. Des chiffres publiés par l'université américaine Johns Hopkins. Et puis en Arabie Saoudite, les mosquées de la Mecque vont commencer à accueillir les fidèles à partir d'aujourd'hui, après 3 mois de fermeture en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, a annoncé avant-hier la télévision d'État. Le royaume, où le nombre de cas a notablement augmenté ces derniers jours, avait pris des mesures de restriction importantes pour contenir la propagation de la pandémie Covid-19. Environ 1500 lieux de culte se préparent à accueillir le public, selon le média gouvernemental qui avait diffusé des images d'employés désinfectant les sols et tapis. La décision intervient à quelques semaines du grand pèlerinage musulman annuel à la Mecque, le Hajj, prévu normalement en fin juillet. Toutefois, les autorités n'ont toujours pas annoncé leur intention de le maintenir ou de l'annuler. À 12h passées de 26 minutes, place à la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Josette Kali. Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez la rétrospective des faits saillants de la semaine sur Sud FM. Explosion d'une mine anti-char dans le sud du pays en début de semaine. L'armée sénégalaise perd 2 de ses éléments et enregistre des blessés. Ignace Ndeye. L'accident est survenu en début d'après-midi dans le village Mbissine-Gagnon, c'est dans la commune de Adayan, dans le département de Ziguinchor. C'est un véhicule de l'armée qui a sauté sur une mine anti-char, faisant 2 morts dans les rangs de l'armée. 2 autres soldats ont été grièvement blessés au cours de cet accident. Car il y a 48 heures, qu'un autre véhicule de l'armée avait sauté sur une mine dans le village appelé Le Feu. Le Feu, c'est dans le nord Xinjiang, dans le département de Bignona. 6 militaires s'en sont sortis avec des blessures. Mais l'accident à part mine de ce lundi qui a fait 2 morts et 2 blessés est survenu dans la même zone où des militaires ont sauté sur une mine il y a également moins d'une semaine. 3 blessés, dont un grave, amputé de la jambe dans cet accident par mine. Il faut le dire que le bilan est lourd. 2 morts et une dizaine de blessés dans 3 accidents par mine dans 2 zones différentes en moins de 10 jours. La situation commence sérieusement à inquiéter, surtout que cette recrudescence d'accidents par mine qui touche l'armée survient dans un contexte où l'armée sénégalaise accompagne le retour des populations dans leur secteur de Mbissine, mais également dans le cadre des opérations de lutte contre le trafic illicite de bois, mais également des bandes armées, comme évoqué dans le communiqué. Le bilan s'est alourdi 48 heures après. Le mercredi, un des militaires blessés a succombé à ses blessures, ce qui porte le nombre à 3 décès du côté de l'armée. Échange de tirs ce vendredi dans la forêt de Singer-Diola et de Mbissine entre les forces armées et les combattants du mouvement des forces démocratiques de Casamance. L'armée y mène des opérations de sécurisation après que des réfugiés soient chassés par des rebelles au motif que c'est une zone de guerre. Moussa Dramé. Depuis les premières heures de la matinée de ce vendredi, des tirs nourris à l'arme automatique sont perceptibles dans les forêts de Singer et de Mbissine dans l'extrême sud du pays. Selon nos sources, l'armée y mène des opérations de sécurisation en y renforçant
renforçant sa présence. Un appareil des forces armées survole l'espace en appui aux troupes au sol qui cherchent à repousser les combattants du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Mardi dernier, ces éléments du MFDC ont chassé la dizaine de familles retournées la veille au Bercail à Sengherdiola après 28 ans d'exil et d'errance. Mamadou Bakary Goudiaby est l'un des habitants de Sengherdiola. On a vu sortir 3 personnes. Un était derrière moi et un était derrière mon frère là. Le troisième était devant nous. Et ils nous ont dit que c'est vous qui êtes là-bas. On leur a dit oui. Ils nous ont demandé pourquoi vous êtes là. On leur a dit que nous sommes là. C'est notre village d'origine. Nous sommes en guerre. Vous venez là. Vous avez eu la chance. Sinon, on va éliminer tout le monde ici. Ils ont dit mettez votre bagage là-bas et partez. Le chef de village de Sengherdiola, Djibril Badji, manifestement très affligé, rappelle leur volonté de retourner à leur foyer d'origine. Malgré qu'on nous a contraint de quitter les lieux, on prend acte, mais on n'y renonce pas. On compte toujours habiter dans notre village. Parce qu'on n'a pas un autre village, on n'a que Sengherd. Le deuxième adjoint au maire de Kaour n'a pu s'empêcher d'écraser quelques gouttes de larmes face à cette vague de population venue trouver refuge à la mairie. Yuba Sonko. Moi, je suis né dans cette guerre. Je suis né à Sengherd-Baynou. Vraiment, ces populations-là, ils sont fatigués, entièrement fatigués. Moi-même, hier, j'avais pleuré. Parce que vous voyez ces vieux-là, ces braves dames-là, ils étaient venus avec tout leur bagage. La commune s'est engagée pour aller les accompagner. Les villages de Sengherdiola et de Bissine sont à l'abandon depuis 1992 et depuis, les multiples tentatives des habitants d'y retourner n'ont pas abouti. Le mouvement des forces démocratiques de Casamance tient à contrôler la zone, mais ces derniers jours, l'armée y a renforcé sa présence et les échanges de tirs opposent les deux camps. Mais l'armée de son côté rassure avoir le contrôle de la situation. Éducation, la reprise des cours pour les classes d'examen est annoncée pour le 25 juin prochain. Le gouvernement a également fixé de nouvelles dates pour les examens. Le calendrier scolaire sera réaménagé par décret. L'année scolaire 2020-2021 va débuter dans la première semaine du mois de novembre. Écoutons à ce propos Mamadou Talla, ministre de l'Éducation nationale. Les ministères concernés ont pris les dispositions nécessaires pour reprendre les enseignements et apprentissages le 25 juin 2020. Terminale, 3e, CM2, les classes d'examen professionnels, en plus des élèves maîtres. Les examens sont prévus à partir du 20 août 2020. Pour le calendrier des examens, CFE est entré en 6e à partir du 20 août 2020. Pour le BFM, à partir du 14 septembre 2020. Les sessions de remplacement sont prévues à partir du 15 octobre. Pour le baccalauréat, l'anticipé de philo se déroulera le 12 août 2020. Baccalauréat technique à partir du 31 août 2020 et le bac général à partir du 2 septembre 2020. Session de remplacement à partir du 12 octobre 2020. Pour l'ensemble des examens professionnels, CAP, BEP, BT, BTS, à partir du 3 août jusqu'au 30 septembre. Le calendrier scolaire sera donc réaménagé par décret pour intégrer la période d'examen prévue durant tout le mois de septembre et la nouvelle année scolaire 2020-2021 débutera alors dans la première semaine du mois de novembre 2020. Pour garantir le déroulement des enseignements et apprentissages dans des conditions optimales, il nous faut relever ensemble de nouveaux défis, dont la prise en charge sanitaire et l'appui psychosocial nécessaire des enseignants et élèves en cas de contamination. Deuxièmement, la prise en compte des risques d'inondation, l'adaptation des contenus pédagogiques et des modalités d'organisation des examens et des concours, et la continuité pédagogique pour les classes intermédiaires. Lancement du front multi-lutte Doina. Ce front regroupe 10 organisations qui visent à fédérer toutes les forces vives de la nation dans la lutte pour la préservation des intérêts des populations. Ismaïla Marcel Colli. Le front multi-lutte Doina vient d'être lancé. Ce front est la jonction de 10 collectifs de lutte contre toute forme d'injustice. Doina pour dire que ça suffit, mais Doina comme message d'espoir dans l'unité et dans la mobilisation, nous dit Guy Marius Sagnan, porte-parole du jour. Fatigué parce que victime de spoliation foncière, fatigué parce que victime de démolition de maisons, fatigué parce que victime d'arriérés de salaire, fatigué parce que victime de licenciement arbitraire, fatigué parce que victime d'une politique d'aménagement, fatigué parce que tout simplement la justice de ce pays est une justice aux ordres, est une justice au service des puissants, est une justice en défaveur des faibles que nous sommes. Fatigué parce que les services de l'État ne sont là que pour défendre les intérêts des puissants de ce pays et des multinationales étrangères. Fatigué parce que même quand vous avez une décision de justice favorable à nos membres, mais il faut courir.
Et certains même de nos membres meurent avant que ces décisions de justice-là ne soient appliquées. Nous voulons dire doyna à tout cela. Les membres du front invitent toutes les forces vives de la nation à venir se joindre au front. Il n'existe pas de lutte de seconde zone, mais justement, nous invitons tout le monde à la jonction des luttes. Parce que émiettés, nous sommes faibles. Si nous voulons avoir des chances de faire reculer le président Macky Sall pour qu'il règle le problème des étudiants victimes de Afib Canada, ainsi que tous les autres problèmes, il faut qu'on fasse jonction. Il est aujourd'hui venu le jour de fédérer toutes nos luttes, ainsi que les luttes de partout au Sénégal. Toutefois, le front multilutte Doyna compte mener d'autres actions dans les prochains jours pour la préservation des intérêts de ses membres. Procès Lamine Diack, le délibéré attendu le 16 septembre prochain, accusé de corruption et d'infraction. Le parquet a requis mercredi dernier 4 ans de prison ferme et 500 000 € d'amende contre l'ancien président de l'IDESAF. Des accusations que réfute maître Simon Diaye, son avocat. Nous l'écoutons. Le délit de corruption n'existe pas du tout dans ce dossier. Et nous l'avons démontré pendant toute l'audience, mais plus particulièrement au cours de nos plaidoiries d'hier. On soutient que Lamine Diack aurait obtenu des fonds des Russes pour financer une campagne électorale sénégalaise. On soutient qu'il aurait racketté les athlètes afin que ces athlètes soient retirés des listes des personnes qui se sont dopées. Tout cela ne tient pas la route. Il n'y a aucun élément dans le dossier, à part quelques déclarations, qui tendrait à montrer qu'il y aurait un lien entre des Russes et une campagne électorale sénégalaise, ou en tout cas qu'un éventuel financement puisse avoir comme contrepartie le retrait de certains athlètes suspectés de dopage. Et vous savez qu'en matière de corruption, il faut un engagement qui est pris par le corrompu avec une contrepartie qu'obtiendrait le corrupteur. Ici, on est à 10 000 lieues de tout ça. Lamine Diack a toujours dit qu'il était un homme indépendant, qu'il n'a jamais demandé de l'argent à personne. Ainsi prend fin la rétrospective de l'actualité marquante de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. À 12h passées de 36 minutes, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. La courbe de contamination de la Covid-19 reste à la hausse ce dimanche. 105 nouvelles contaminations ont été enregistrées. 2 décès liés au coronavirus ont aussi été enregistrés ces dernières 24 heures, portant le nombre de décès à 84. Le nombre de cas positifs est à 5888 cas dans le pays. Depuis l'apparition de la maladie, il y a plus de 3 mois, 3919 personnes ont recouvré la santé après avoir contracté le nouveau coronavirus Covid-19. Et puis ce dimanche, 11 cas issus de la transmission communautaire ont aussi été signalés entre Dakar et Ziguinchor. Pour Dr Aloïse Walid Diouf, invité de Bayomar Gueye dans Objection de ce matin, seul le respect des gestes barrières pourra permettre de faire fléchir la courbe de progression. Fumla à Soif, le réseau Noto, Ndiosmone, Palmarin n'arrive plus à alimenter en eau potable les 5 communes de la localité. Conséquence, les populations se ruent vers les puits, ce qui n'est pas sans conséquence sur leur santé. Puis le Sénégal va assurer à 80% ses besoins alimentaires, ce dès la fin de l'hivernage. Pour atteindre cette souveraineté alimentaire, le ministre en charge de l'agriculture et de l'équipement rural s'est rendu dans la vallée du fleuve où des matériels et équipements agricoles ont été remis aux producteurs. Et puis réouverture des amphithéâtres en septembre. Les étudiants de l'université de Saint-Louis montent au créneau et rejettent la décision de leur ministre de tutelle. L'actualité internationale et la rétrospective des faits marquants de la semaine présentée par Josette Kali ont bouclé cette édition mise en œuvre par Hassan Choun à 13h. Retrouvez Khadisen pour l'édition en Wolof. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Sud FM Sen Radio.